Bonjour mes chers abonnés, bonjour mes chers abonnés. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo vous parler toujours de nos Mercedes. Cette fois-ci, je vais vous parler de la boîte de vitesse. Alors, pour tous ceux qui ont la boîte de vitesse automatique, il y a trois choses à ne vraiment pas faire si vous voulez vraiment garder votre boîte en bon état. D'ailleurs, en premier lieu, il faut déjà faire les vidanges tous les 80 000 km. Normalement, tu peux aller jusqu'à 150 000 km pour faire une vidange de boîte. Mais moi, je préconise et je conseille aux gens de le faire à partir de 70-80. Parce que pourquoi? À force de rouler, l'huile n'est plus fluide. Parce que comme nous, notre boîte à vitesse est une boîte à convertisseur de couple. Un convertisseur de couple, c'est quoi en fait? C'est quelque chose qui est très très simple. En fait, à l'intérieur de cette boîte que nous avons sur les Mercedes W203, nous avons ce que moi je peux appeler deux plateaux. Deux engrenages, deux plateaux en forme d'engrenage. Donc ces deux plateaux ne se touchent pas en fonction, selon d'autres boîtes, parce que d'autres boîtes, en fait, pour passer les vitesses, les disques se touchent. Alors que là, c'est deux plateaux, et au milieu, il y a sous forme d'un moyau. Donc l'huile passe de chaque côté. En fait, l'huile, en fait, fait des allers-retours de chaque côté du plateau pour permettre aux vitesses de passer. Donc ça, c'est assez compliqué, donc je n'aurai pas assez de temps de vous expliquer vraiment comment ça fonctionne. Mais là, je voulais vous parler de comment prendre soin de sa boîte de vitesse et prévenir les casses. Alors, arrêtez de s'amuser avec la boîte de vitesse automatique. Les boîtes de vitesse automatiques, ce sont des boîtes qui sont super intelligentes. Quand on les utilise à bon escient, ça dure très très longtemps. C'est plus efficace qu'une boîte manuelle. Parce qu'une boîte manuelle, à force, ça risque de casser. Ou ça risque de s'abîmer. Or, une boîte automatique, quand tu conduis ta voiture, pas comme un foufou, pas comme Sébastien Loeb, parce que nous sommes sur les routes, pas sur les circuits, et la voiture, vous verrez que votre boîte de vitesse vous obéira à vue à l'œil. La première des choses à faire, quand vous roulez, par exemple, vous arrivez quelque part, vous voulez faire une marche arrière, freinez d'abord. Attendez que la voiture soit bien en arrêt, vous avez bien freiné, que ça ne bouge plus, là où passez la marche arrière. Il y en a qui le font, par exemple, quand ils arrivent, la voiture ralentit, elle n'est même pas encore arrêtée, elle part tout de suite la marche arrière. Vous risquez de casser la boîte. À force de faire ça, vous allez casser votre boîte et vous allez pleurer. Pour quelques secondes où vous devrez patienter, vous êtes là à jouer avec la boîte, vous allez casser votre boîte. Donc, pour passer la marche arrière, il faut toujours attendre que la boîte soit en position. Il faut que la voiture soit vraiment stoppée net. Là, vous passez votre marche arrière. Deuxième des choses, quand vous êtes par exemple à un feu rouge, il y en a qui laissent la boîte en D. Pourquoi laisser en D? Le D, c'est la marche. Parce que quand vous laissez la boîte en D, vous la forcez. Elle tourne la boîte, elle continue à forcer, elle continue à tourner. Vous allez abîmer les disques à l'intérieur, vous allez abîmer la boîte. Quand vous êtes à un stop, mettez la boîte en N, en position neutre. Comme ça, au moins, la boîte ne traîne plus notre propulsion. La boîte est neutre, donc vous allez la préserver. Et à chaque fois que vous passez les vitesses, quand vous êtes à l'arrêt, il faut toujours freiner avant de passer la vitesse. N'oubliez pas. Beaucoup de gens l'oublient. Quand vous êtes à un arrêt, quand vous passez au neutre, vous passez au neutre en appuyant le frein, bien sûr, parce qu'il faut bien que vous arrêtez au feu rouge. Donc, pour redémarrer, ne redémarrez pas sans appuyer le frein. Il faut appuyer le frein pour passer la vitesse. C'est important. Parce que le frein ne joue pas que le rôle de freinage. Elle joue aussi un rôle pour permettre à la boîte de passer les vitesses facilement. Vous pouvez le passer sans freiner, bien sûr, vous pouvez le passer comme ça va passer. Hein. Mais à force, vous allez abîmer votre boîte. Ça aussi, c'est quelque chose à ne pas faire. Troisième des choses, c'est quand vous êtes dans une grande descente. Il y en a qui sont quand ils sont dans une grande descente, ils mettent la boîte en neutre. Pourquoi vous mettez en neutre? Continuez à rouler, accélérez tout doucement. Ne mettez jamais en boîte en neutre parce que déjà, au 1, le roue vont tourner en libre. Donc, ils vont plus, comment on appelle ça, la boîte ne jouera plus son rôle de frein moteur automatique. Donc, là, vous serez obligé, si vous avez arrivé à un obstacle, vous serez obligé de bien freiner. Et ça, c'est pas bon non plus. Là aussi, vous abîmez quand même la boîte. Quand vous êtes dans une grande descente, laissez la boîte en D. Mais, si vous voulez, vous pouvez lâcher l'accélérateur et cela permettra à la boîte de gérer tout simplement la vitesse en fonction de la descente.
augmenter la vitesse ou baisser la vitesse. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. C'était une courte vidéo juste pour vous donner un conseil sur ce qu'à ne pas faire avec une boîte de vitesse automatique. Donc au 1, quand vous êtes à un stop, eh bien, n'oubliez pas que quand vous êtes à un stop, il faudra revenir en neutre. Il ne faut pas le laisser en D. Vous allez l'abîmer. Quand vous arrivez quelque part où vous devrez faire des manœuvres, attendez d'abord que vous freinez bien la voiture avant de passer la marche arrière. Il ne faut pas arriver que la voiture continue toujours à avancer parce qu'en D, même si tu n'accélères pas, la voiture avance quand même. Donc, il faut vraiment que ce soit à l'arrêt pour passer la marche arrière. Sinon, à force de faire ça, vous allez pleurer parce que les boîtes de vitesse automatique, ça coûte très très cher. En plus, les boîtes de vitesse que nous avons dans nos Mercedes, ce sont des boîtes de vitesse, l'une des meilleures boîtes de vitesse que Mercedes a fait de son époque. C'est une boîte de vitesse qui est très très solide, qui peut supporter énormément de couples. Donc, il faudra vraiment en prendre soin. C'était bijou d'orfèvre. C'est quelque chose qui a été fait vraiment. C'est une technologie. On peut dire que dans ce temps-là, la technologie, vraiment, Mercedes faisait les bonnes boîtes. Il fait toujours les bonnes boîtes. Mais ceux-là, ils sont vraiment bien solides. Donc, il faudra vraiment faire attention pour les gens qui ont des boîtes de vitesse automatiques, bien sûr, je parle. Même ceux qui ont d'autres marques, c'est pareil. La boîte de vitesse automatique, il faut savoir la gérer. Il ne faut pas la gérer comme si on gérait une boîte de vitesse manuelle. Alors, dans nos boîtes de vitesse, nous avons aussi les vitesses séquentielles, c'est-à-dire nous pouvons passer nos vitesses manuellement. Je les déconseille aux gens de passer les vitesses eux-mêmes en boîte automatique. Parce que, pourquoi? Nous allons passer les vitesses pas au bon moment, pas au bon couple. Nous allons le passer soit trop tôt, soit trop tard. Et vous allez abîmer l'engrenage. Donc, mettez toujours en D, laissez la voiture, laissez la boîte automatique gérer tout seul les vitesses. Ça ne sert à rien de le passer. De toute façon, ça ne sert à rien, parce que c'est une boîte de vitesse automatique. Vous n'aurez pas la même sensation qu'une personne qui a un embrayage à gauche. Vous n'aurez pas cette sensation. Donc, laissez la boîte gérer tout seul. Et attention de faire vraiment des vidanges tous les 70 000 à 80 000 km. N'oubliez pas. Prenez toujours la bonne huile. Alors, pour ceux qui ont fait qui ont fait des vidanges, il y en a qui font des vidanges eux-mêmes et que vous faites des vidanges, ça marche et puis vous roulez. Bon, la boîte de vitesse marche, c'est bien. Mais pour ceux qui ont déjà fait les vidanges et que vous avez fait la vidange, vous avez mis une bonne huile, vous démarrez la voiture. D'abord, il faut bien laisser chauffer la voiture. Une fois qu'on a fait les vidanges, qu'on a mis une nouvelle huile, il faut laisser que l'huile soit bien chaude avant de commencer à rouler. Comme ça, l'huile va bien chauffer, va bien rentrer dans tous les mécanismes et ça facilitera la tâche au mécanisme de bien passer les vitesses. Il ne faut pas rouler. Au moment où vous venez de mettre l'huile, vous démarrez tout de suite et vous roulez. Il faut attendre que ça chauffe un peu. Même pour la voiture, c'est pareil. Laissez toujours chauffer la voiture avant de démarrer. Et au retour de votre route, laissez toujours reposer avant de d'éteindre. Cela préservera votre turbo. Donc, c'est très important. Alors, donc, ce que j'avais à vous dire, c'est que j'ai oublié le fil de mes conseils. Alors, donc, ce que j'avais à vous dire, c'est qu'il faut toujours vider la boîte à partir de 70 000, 80 000 km. Et donc, une fois que vous avez vidé la boîte, pour ceux qui ont déjà vidé la boîte et que quand vous essayez de rouler, les vitesses ne passent pas, c'est que votre boîte a été programmée pour être passée à la valise. Parce qu'il y a des boîtes automatiques, quand on fait une vidange, il faut la reprogrammer. Comme la mienne, quand je vide ma boîte de vitesse, je suis obligé de passer la valise pour la reprogrammer. Et une bonne valise, pas des petites valises. Il faut prendre une bonne valise qui gère aussi les aspects Mercedes en profondeur. Comme ça, vous allez reprogrammer la voiture et et le calculateur va réinitialiser la boîte de vitesse pour redémarrer à zéro. Donc, c'est très, très, très important de vraiment faire les choses correctement, de rouler correctement. Surtout quand on a une Mercedes qui a déjà beaucoup de kilomètres, comme la mienne qui vient d'atteindre 320 000 km à peine. Il faut vraiment, vraiment, je peux pousser. Une fois qu'elle est bien chaude, qu'elle atteint ses 80 degrés, là, je peux pousser comme je veux, il n'y a pas de souci. Alors, aussi une chose que j'allais parler à part la boîte de vitesse, pour des gens qui ont eu des soucis, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, moi j'ai eu des soucis avec mon boîte de vitesse, non, j'ai eu des soucis avec mon moteur. Une fois que j'ai démarré, j'ai poussé la voiture, et puis à un moment donné, dès que je pousse, ça fume fort dehors, derrière, et dès que je pousse très fort, bien, la voiture me marque EPC, aller à l'atelier. Alors, EPC, dans votre tableau de bord, ça peut signifier beaucoup de choses. EPC, ça peut dire ça peut expliquer comme quoi que la vanne GR est bouchée.
Ça peut aussi être l'administration qui est bien encrassée. Ça peut être aussi les volets qui ne s'ouvrent plus ou qui sont ouverts ou qui sont fermés ou votre M55 qui ne marche plus. Mais le EPC, souvent, quand il se déclenche, c'est souvent pour la pollution. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est souvent pour nos voitures quand il y a beaucoup de kilomètres et c'est souvent le catalyseur qui est bouché. Dans nos Mercedes, nous avons deux catalyseurs. Nous avons un catalyseur qui est proche de notre turbo, qui est juste en dessous de la boîte où on met le filtre à air. Vous enlevez la boîte, vous verrez en dessous de cette boîte-là, il y a le catalyseur, il est rond. Il est rond en cuivre. Donc ça, c'est le premier catalyseur au niveau du turbo, qui gère tous les suies du turbo. Et après, là, nous avons un autre catalyseur qui est carrément au milieu, comme toutes les voitures, une deuxième catalyseur. Donc, à force de rouler, le catalyseur qui est souvent bouché, c'est pas celui du turbo. Parce que le turbo, avec le souffle qu'il envoie, il décrasse normalement le catalyseur. Donc, celui qui est souvent bouché, c'est celui qui est au milieu, au centre. En bas, au milieu de la boîte, au centre. Alors, celui-là, quand il est bouché avec des années, soit on roule souvent pépère, on ne pousse pas trop la voiture, avec la suie, elle se bouche. Donc, comme elle se bouche, eh bien forcément, quand vous accélérez, eh bien, comme la suie qui est là n'arrive pas à sortir comme il faut, eh bien, ça bouche les gaz d'échappement qui viennent du moteur. Donc, forcément, ces gaz-là, qu'est-ce que ça fait? Ça repart dans le moteur. Et ça, c'est très dangereux parce qu'à force, ça va abîmer vos injecteurs, hein, et au deux, ça peut même vous casser votre culasse. Et votre turbo aussi peut prendre un sacré coup. Donc, il y a deux solutions. Soit vous changez votre catalyseur, ça coûte pratiquement 700 euros selon les modèles. Un catalyseur, c'est très très cher. Ou soit vous videz votre catalyseur. Alors, il y a deux inconvénients et les avantages. Les inconvénients, c'est que quand vous videz votre catalyseur, vous avez plus de soucis, non, vous avez plus de soucis dessus. Mais je ne sais pas si vous allez passer au CT. Je ne sais pas encore. Pour ceux qui l'ont déjà fait et qui se sont déjà passés au CT, j'aimerais bien que vous me mettiez un commentaire. J'aimerais bien savoir parce que ça, j'ignore. Parce que je sais que en faisant ça, c'est que tout va passer normalement. Donc forcément, il y aura plus de pollution. Alors, les avantages de quoi? C'est que vous allez avoir plus de couples. Vous n'allez pas gagner en chevaux, peut-être un cheval là, ou deux un maximum. Hein. Mais vous allez gagner en couple. Vraiment beaucoup en couple parce qu'il n'y aura plus rien qui va empêcher le catalyseur de comprimer le gaz qui arrive. Donc les gaz vont passer carrément sans obstacle. Donc vous allez sentir vraiment votre voiture va respirer beaucoup mieux. Vous allez sentir votre voiture super légère. Donc franchement, vous allez vraiment halluciner. Vous n'allez pas reconnaître votre voiture. Et vous n'allez plus fumer, forcément. Parce que tout la sucre là va partir. Et bon, au début, vous allez fumer. Après, vous ne fumerez plus. Donc la voiture va bien respirer. Vous allez voir, vous allez même consommer moins. Parce que comme les gaz vont passer tellement, il n'y aura pas d'obstacle, vous allez consommer moins. Ça, c'est sûr et certain. Mais après, je ne sais pas, en faisant ça, si le CT, ça passe. S'il y a des gens qui l'ont déjà fait, mettez-moi un commentaire. Vraiment, j'aimerais savoir. Il y a que ça j'ignore en tout cas. Donc, voilà les conseils que j'avais à vous donner, les petites choses que vous devrez connaître pour vraiment connaître votre voiture. Donc, quand vous avez souvent un problème de EPC, alors penchez-vous d'abord sur votre van EGR. Vous avez EPC allié à l'atelier. La voiture, vous accélérez, ça coupe, vous démarrez, ça coupe. Penchez-vous sur la vanne EGR. Ou en même temps, sur votre admission, il faut regarder si elle n'est pas encrassée. Et souvent, si la voiture a beaucoup de kilomètres, c'est souvent le catalyseur qui est bouché. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Prochainement, je vais vous faire une vidéo, peut-être la semaine prochaine, où je vais vous parler des trois sondes trois sondes qui sont au moteur, celui qui gère la régulation d'eau chaude, celui qui est d'eau chaude dans le circuit de refroidissement. Il y en a trois, il y a trois sondes. Et les trois sondes jouent le même rôle. Donc je vais vous parler de ça la semaine prochaine et je vous montrerai chaque sonde où il se trouve parce que les trois sont liés. La sonde de régulation de circuit de refroidissement et celui de lave-glace et celui qui est celui de la vase d'expansion, les trois fonctionnent au même moment. Attention, ne l'oubliez jamais. Donc s'il y a un qui merde, les autres, même s'ils marchent, forcément, il faut les changer quand même. Parce que si vous changez celui qui est neuf et les autres sont encore anciens, eh ben, ça ne communiquera pas comme il faut. Donc il faudra changer les trois. Et ça ne coûte pas cher. Hein. Les trois, ça va vous revenir au moins de 100 euros. Donc je vous expliquerai ça la semaine prochaine. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.
Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, ben, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Salut à tous et bonne fête de 1er mai. À bientôt.